le système produit très peu de pronoms. C'est un système très masculin, enfin à l'excès. Jacques Savoie, bonjour. Bonjour. Jacques Savoie, vous êtes né à Fribourg en 1958, vous êtes père de 2 enfants, vous êtes marié, vous vivez au Landran, dans le canton de Neuchâtel. Vous avez grandi et fait vos études à Fribourg. Vous avez intégré la fac de sciences économiques et sociales de l'Uni de Fribourg en 1977 avec les options recherche opérationnelle, statistique et informatique. Alors ma première question, c'était comment l'informatique en 1977? Un monde tout à fait différent. On devait aller dans 2 salles particulières pour éditer son programme. L'éditeur, c'était pas avec une souris et un plein écran, c'était ligne par ligne. Donc vous défiliez ligne par ligne et vous changez un mot pour un autre. Le deuxième élément qui est un peu important, c'était les multiples langages. Il suffisait pas d'apprendre un langage, on était dans le BASIC, le COBOL, le Fortran, l'assembleur. On avait cette idée d'être multilingue ou plurilingue pour traiter l'informatique. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette discipline à ce moment-là? Je m'intéressais beaucoup aux aspects quantitatifs, aux maths appliquées, d'où l'aspect statistique, économétrie, recherche opérationnelle. Et lorsqu'on avait des données, il fallait essayer d'évaluer les modèles. Et puis, il y avait toujours des petites variantes. Qu'est-ce qui se passe si le taux d'intérêt passe de 3 à 3,5? Qu'est-ce qui se passerait si il y a une propension à consommer qui est différente? Donc, on évaluait nos modèles et il fallait toujours des mesures informatiques pour pouvoir les introduire et les évaluer. Ensuite, doctorat, toujours à l'Université de Fribourg, avec ce titre de thèse, ou le résumé, hein, c'est Création et consultation de livres électroniques. Est-ce qu'on parlait déjà de e-book en 1984? Oui, juste le titre de ma thèse, c'était e-book 3. Donc, l'idée, c'était d'avoir un livre électronique, donc non linéaire sur support électronique, dans lequel vous aviez des modèles mathématiques. Donc, vous pouviez voir le modèle proposé par l'auteur et ensuite faire des modifications. J'ai bien compris ce modèle, mais qu'est-ce qui se passe si ce paramètre, au lieu d'être 2, c'est 2,5 ou 4? Et la machine me permettait de lancer l'opération avec le résultat, avec une modification du paramètre. Et à côté de ça, vous aviez l'idée de faire des graphiques. On pouvait faire des graphiques animés. Et on avait en fait tout ça dans son propre PC. Dans ce cas-ci, c'était les premiers ordinateurs IBM. Ensuite, poursuite du parcours académique, vous êtes allé à Montréal. Pourquoi Montréal? Alors, je suis allé à Montréal parce que j'avais une relation avec le professeur Daniel Tallman, qui était spécialiste d'images, images de synthèse. Et il nous semblait que les images étaient quelque chose d'important à introduire dans un livre électronique. Monsieur Tallman étant parti 6 mois après en sabbatique, je me suis retrouvé dans un autre laboratoire qui faisait de la linguistique computationnelle. Dans ce cas-ci, il s'agissait de traiter la langue naturelle avec des outils informatiques. Alors, une des premières tâches qu'on avait, ils avaient des archives du Journal de Montréal. Et malheureusement pour eux, les accents avaient disparu. Donc, l'une des premières tâches, c'était de réaccentuer les textes du Journal de Montréal, par exemple. Les autres travaux qu'on développait, c'était les correcteurs orthographiques, les premiers correcteurs orthographiques. Et dans ce cadre-ci, je me suis intéressé à la recherche d'informations. Vous avez aussi la nationalité canadienne, c'est-à-dire que vous avez aussi trouvé l'âme sœur là-bas? J'ai trouvé l'âme sœur là-bas, évidemment, une Québécoise, et on s'est mariés au Québec, et j'ai affecté aussi la nationalité canadienne. Retour en Suisse ensuite, à l'Université de Neuchâtel, et c'est là que 30 ans de recherche ont débuté dans plusieurs directions. Voilà, je suis arrivé en 92 en faculté de sciences économiques, où j'étais en fait accueilli par M. Yardola Dodge, qui était le professeur de statistique, puisqu'il manquait un professeur en informatique qui était lui parti à Zurich. Et je me suis relancé ici dans mes recherches sur la recherche d'informations. À l'époque, c'était un peu compliqué d'expliquer ce qu'on faisait. Là, maintenant, on dit, bah, c'est comme Google. Donc, et on faisait surtout ça pour les juristes, où il y avait beaucoup de textes juridiques. Et le droit anglo-saxon implique que vous connaissiez les décisions des tribunaux pour l'interprétation de certains termes juridiques. Par exemple, il faut partir dans un délai raisonnable. Et bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire un délai raisonnable? C'est 3 mois, 4 mois, 6 mois, une année. Il y a les décisions des tribunaux qui interprètent les lois. Et c'est quelque chose qui est toujours important. Le deuxième thème qu'on retrouve là-dedans, c'est l'aspect médical.
Donc toutes les archives, toutes les revues médicales sont à disposition dans un système qui s'appelle Medline. Et donc tous les médecins consultent cette base de données en disant « je propose tel médicament, quelles seront les contre-indications de tel médicament » ou « je pense, je suspecte telle maladie, quels seraient les médicaments ou les manières de soigner cette maladie ?» Et vous avez un accès ici à quelque chose comme 6 ou 7 000 revues qui sont répertoriées dans Medline. Mais si on vous donne toutes ces revues, il vous fallait un moteur de recherche. Et ça, l'idée, c'était de développer ces moteurs de recherche dans ces cadres de droit et de Et médecine. vous avez aussi participé à des projets de recherche originaux, hein, notamment un auteur qui s'appellerait Elena Ferrante en Italie. Et en fait, vous avez participé à débusquer le véritable auteur de cette série. En fait. Oui, l'idée, c'était que dans ces moteurs de recherche, on a beaucoup développé pour l'anglais. Donc la seule langue qu'on développait bien, c'était l'anglais. Et brusquement, arrivé à Neuchâtel, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres langues, l'italien, l'allemand. Les Américains s'intéressent au chinois et à l'espagnol. Et on s'est dit, mais il y a beaucoup de langues européennes. Et dans ce cas-ci, on a développé des outils pour que les moteurs de recherche puissent travailler de façon efficiente sur des langues européennes qui vont du finnois, hongrois, russe, français, allemand, etc., etc. Dans un deuxième temps, on s'est aussi intéressé à... Vous avez un texte, qu'est-ce que vous pouvez extraire comme information sur l'auteur de ce texte? Alors, les questions peuvent être extrêmement variées. Quand ce texte a été écrit, dans quelle période? C'est plutôt du XVIIe, XVIIIe ou du XXe siècle. Quel genre de texte se trouve sous nos yeux? Bien sûr, quel est l'auteur de ce texte? Quel est le profil de cet auteur? Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme? Quel âge ou... Enfin, pas l'âge précis, mais une idée de l'âge de cet auteur et quelle est son origine sociale, etc. Et en fait, on était très étonnés de voir que les gens, lorsqu'ils écrivent des choses, ils laissent des traces qui nous permettent d'identifier, par exemple, qu'un texte est écrit par un homme ou par une femme. Et a priori, on dit, il n'y a aucune raison, puisqu'un texte écrit par un être humain, il n'y aura pas de raison que mon genre puisse avoir une influence. Et en fait, ça en a eu une... Vous avez d'ailleurs débusqué que dans les tweets. Les tweets, par exemple, non pas sur un tweet, mais sur une série de tweets, vous pouvez On voit que les femmes vont utiliser plus de pronoms que les hommes, en voilà. fait. Les femmes utilisent beaucoup plus de pronoms que les hommes. J'espère que tu viendras avec elles et que tu les apporteras. Et donc il y a le les, le elle, le nous, etc. Les femmes utilisent beaucoup plus des pronoms que nous. Nous utilisons aussi des pronoms, c'est clair, mais l'intensité des pronoms est plus faible chez les hommes que chez les femmes. Et pour en revenir à Elena Ferrante, vous avez réussi à identifier l'auteur véritable de cette série. On participe souvent à des campagnes internationales, et là c'était une campagne lancée par l'université de Padoue, qui ont numérisé 150 ouvrages, écrits en italien contemporain, donc le plus ancien des romans était de 1988, jusqu'à 2014, où on avait tous les romans écrits par 39 auteurs, et le 40e, c'était Elena Ferrante. Alors, on avait 7 romans d'Elena Ferrante, et dans ce cas-ci, ils ont fait un effort de mettre beaucoup plus d'auteurs, en espérant dire, on pense que c'est une femme, puisque c'est Elena, donc on va mettre plus d'auteurs féminins. Et ensuite, on a distribué ce corpus à 7 équipes dans le monde, pour essayer de dépister qui se cache derrière. Et les 7 équipes sont trouvées au même résultat. Sur un Napolitain. Sur un Napolitain, évidemment, Dominique Osternorné, et sans l'ombre d'un doute. Il y avait une évidence assez forte que c'est cette personne qui a écrit ces romans. Est-ce que lui-même a appris que vous l'aviez identifié? Vous savez lui-même savait que le résultat était on s'est réunis pendant 3 jours à Padoue pour présenter nos résultats. Il y a eu 2 grandes pages dans la Repubblica pour expliquer ce qu'on avait fait. Et lui, le lendemain, a dit non, vous vous trompez, ce n'est pas moi. Je pense que lors de son décès, on saura. L'éditeur va dire vraiment qui étaient les... Pour le moment, on ne sait pas, il n'y a pas de preuve officielle, il n'a pas reconnu que c'était lui qui avait écrit ceci. Depuis le début du semestre dernier, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Hein, ça occupe un peu les discours depuis le début de 2023. Comment vous observez l'évolution de ces choses, ChatGPT, etc. Alors, l'intelligence artificielle couvre plusieurs aspects et ChatGPT est un aspect particulier. Si on focalise sur cet aspect, c'était impressionnant, c'est de générer du texte. Et le système fonctionne
donnez-moi beaucoup de textes. Beaucoup de textes, ça veut dire que vous allez vous limiter à un certain nombre de langues. Vous n'aurez pas des langues qui sont parlées souvent en Afrique, où le nombre de textes est relativement restreint. Et le système apprend dans une langue et il a besoin d'une amorce. Donnez-moi 4 mots et ensuite je pars. Alors si vous dites le président des États, et le système continue en prenant le mot le plus probable en fonction de ce qu'il a lu. Mais pour éviter que le système répète toujours la même construction, avec une certaine probabilité, il peut choisir un autre nom. Dans mon exemple, le président des États, le mot le plus fréquent, ce sera uni. Donc le président des États-Unis, puis après il continue sa phrase, mais ça peut être le président des États généraux, le président des États subsahariens, etc. Donc il peut y avoir des variantes, et lorsque vous avez une collection importante de documents, vous avez des variantes. Donc le système ensuite continue, puisqu'il se déplace simplement sur l'amorce de 4 mots pour générer le suite de la phrase. Et c'est bluffant, parce que le système est capable de générer des choses assez intéressantes. Est-ce qu'il faut craindre cela ou est-ce qu'il faut plutôt s'en réjouir? Bonne question. Alors pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, nous avons évalué ce système, et en fait, le système produit très peu de pronoms. C'est un système très masculin, enfin à l'excès. On peut le comprendre, l'absence de pronoms, puisque dans un pronom, souvent, vous avez des relations entre 2 ou 3 phrases. Pour éviter, puisque lorsque le système a généré une phrase, il s'arrête et il génère la seconde, pour éviter d'avoir ce problème de pronoms, il les évite. Donc, il ne va pas... Bon, vous voulez un plagiat, regardez le nombre de pronoms. Si le nombre de pronoms est très faible, vous avez un texte qui est quasiment plagié. Ensuite, on a demandé à ce ChatGPT de dire, bon, ben, est-ce que tu peux générer des discours des présidents américains? Donc, on l'a entraîné, puis on a dit, ben, génère des discours d'Obama, génère des discours si vous étiez président. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande différence entre le style de ChatGPT et d'un vrai président. Monsieur ChatGPT ne donne aucun chiffre. Monsieur ChatGPT ne se mouille pas. Donc, il va être, si on veut, un très bon politicien. Je pense que le budget adapté pour l'année prochaine est un bon budget, etc. Donc, il est extrêmement vague dans ses affirmations. Un roi de la langue de bois. Un peu le roi de la langue de bois. Je pense qu'ils l'ont bien entraîné pour éviter d'avoir des aspects négatifs, de stigmatiser une minorité, etc. Donc, vous avez des textes qui ne collent pas avec le personnage. Par exemple, Obama, dans notre cas, la différence était très nette entre les deux, entre les textes du vrai Obama et les textes générés par ChatGPT. Jacques Savoie, la linguistique computationnelle, comment vous voyez l'avenir de cette discipline? Ben, comme ChatGPT l'a montré, c'était quelque chose qui devient de plus en plus important. Autre aspect dans la linguistique computationnelle, ce sont les moteurs de recherche, c'est l'amélioration de la connaissance. Qui a écrit ce texte? C'est la création de corpus. Alors, on parle beaucoup de corpus contemporains, et les gens s'intéressent beaucoup à des corpus plus anciens. On aimerait avoir une meilleure représentation des corpus, des théâtres de Shakespeare et des autres auteurs. Donc, on connaît très bien Shakespeare, mais tous les autres auteurs qui gravitaient dans la même période, on a relativement peu d'informations. Donc là, on pourrait former des corpus. Et ensuite, les linguistiques vont venir en disant, oui, mais si vous avez tous ces corpus, je peux vérifier des choses. Par exemple, je pense que dans le français, le futur est en train de disparaître. Je vais faire quelque chose. Je ne ferai plus quelque chose. Donc le ferai va disparaître et les gens vont peut-être plus utiliser je vais faire. Donc j'aimerais vérifier cette hypothèse. Dans ce cas-ci, j'ai besoin de corpus du 19e, du 20e, puis de voir maintenant est-ce que les présences du futur est en train de diminuer versus la présentation du je vais faire quelque chose, etc. Eh ben, Jacques Savoie, on vous souhaite un magnifique futur et puis merci beaucoup. Mais je vous en prie.